Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on doit revenir sur ce back-to-back Toronto-Charlotte où, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, on espérait un 2-0, on s'imaginait qu'avec deux équipes de merde et avec qui il manquait du monde en face, on pouvait faire ce 2-0, mais on a dit aussi, c'est les Bulls, il faut s'attendre à tout avec cette équipe, donc on s'est attendu à tout, un partout au final, mais avant de parler de ce back-to-back, un autre truc qui m'a gavé, c'est qu'on a appris avant le match contre Toronto que Patrick Williams est absent pendant 2 semaines, minimum. Donc il a un souci au pied gauche. Alors j'ai plus le terme exact, mais en gros, il a une blessure sous le pied gauche. Et donc il a besoin de 2 semaines de repos avant d'être réévalué et voir comment ça va. On va rappeler quand même que ce n'est pas du tout le staff des Bulls qui a trouvé cette blessure, enfin en tout cas au départ. Mais eux, ils ont dit, ça va, il peut jouer avec, pas de souci, parce que, comme l'a dit Billy Donovan, ça fait des semaines qu'ils traînent le truc, hein. Ils l'ont pas découvert 2 jours avant d'annoncer qu'il n'était pas là pendant 2 semaines, hein. Il jouait avec, et il ressentait pas une douleur suffisamment forte pour dire ah non, là je peux pas jouer. Et puis même Patrick Williams lui-même, il dit pas oh non, j'ai mal quelque part, je veux pas jouer. C'est un mec qui a joué tous les matchs la saison dernière quand même. Et donc, tout le monde était au courant de ce petit souci. Et quand ils étaient à Los Angeles, ils ont demandé à un médecin sur place de regarder ça d'un peu plus près. Et lui, il a dit tout de suite, il faut reposer le pied. Il ne faut pas mettre de pression dessus, pas de poids dessus quand il marche. Donc tu lui mets une attelle. Quand vous rentrez à Chicago, vous faites des examens plus approfondis. Boum, il y a un truc sérieux. 2 semaines de repos complet. Donc les médecins des Bulls, toujours aussi efficaces, réactifs. Bref, je vais pas m'épancher trop là-dessus parce que honnêtement, voilà, j'ai même plus la force tellement ils m'ont gonflé ces connards. Mais bref, euh, la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que ça donne plus de temps de jeu à Julian Phillips et ça c'est cool, surtout après ce qu'il a fait à Portland qui était très très intéressant. Ça va permettre d'en voir un petit peu plus de sa part. Et une autre bonne nouvelle qu'on a vue pendant ce back-to-back, c'est que Torrey Craig, à qui on annonçait encore facile 2 semaines d'absence, finalement, il est passé de out à incertain pour le déplacement à Charlotte de mercredi, le deuxième match du back-to-back. Et Billy Donovan disait avant le match contre Toronto que il est de plus en plus proche d'un retour et que c'est bientôt là, etc. Mais voilà, ils n'allaient pas le faire jouer sur un back-to-back. Et du coup, il n'est pas impossible que samedi, pour la réception des Kings, on ait Torrey Craig de retour dans la rotation. On va voir, c'est pas sûr, c'est pas une garantie, mais en tout cas, si c'est pas ce match contre les Kings, ce serait probablement mardi contre Minnesota. Donc, ça peut être quand même une nouvelle assez intéressante, sachant qu'au départ, on avait annoncé entre 8 et 10 semaines, et que s'il revient soit samedi, soit mardi prochain, on est plus sur du 7-8 semaines. On est même plus sur du 6-7 semaines, donc c'est très très bien. Mais après, il faudra voir comment il réagit, etc. Mais bref, bon, maintenant qu'on s'est bien chauffé avec ces connards du staff médical, le back-to-back contre Toronto à domicile le mardi. On sortait d'un road trip de 3 matchs qui s'était pas forcément bien déroulé, hein. On a gagné qu'un match, c'était à Portland. Et les Raptors, eux, arrivaient à Chicago sans leur dernière recrue, à savoir RJ Barrett et Quickley, même s'il y avait Bruce Brown et Nomura, qui tous les deux nous ont bien fait mal. Mais les principales recrues, en tout cas, Barrett et Quickley. Et il manquait également Jacob Poeltl. Et là, tu te dis, c'est l'occasion d'en profiter pour aller un petit peu les défoncer à l'intérieur, mettre beaucoup de points à l'intérieur, comme on l'avait fait la dernière fois qu'on les avait affrontés. C'est pas vraiment ce qu'on a vu en début de match, en tout cas, dans les premières minutes, il y avait surtout beaucoup de briques de loin, et pourtant on insistait, tu vois. Briques, non, mais on va reprendre un, briques, non, mais on va reprendre un, briques, Vucevic, Terry, tout ça, non, c'était, voilà. Et comme par hasard, dans les 4-5 dernières minutes du premier quart-temps, quand on s'est dit, tiens, mais en fait, ça défend pas des masses en face. On peut attaquer le cercle, on peut aller mettre des points là-bas dans la raquette. Et bien tout de suite, étrangement, c'est allé beaucoup mieux. On a enchaîné des lay-ups. Il a fallu Dalen Terry qui a fait une super entrée, qui a mis d'excellents drives et conclut en lay-up. Ayo Dosunmu également, beaucoup en transition aussi. Il y a Julian Phillips, pas Justin Phillips,
Julian Phillips qui rentre et qui met un 3 points plus la faute dans le corner aussi. Donc les jeunes ont pris un petit peu le pouvoir à ce moment-là du match, ont créé énormément de balles perdues chez l'adversaire, ils ont opéré en transition de l'autre côté, donc ça nous a permis de prendre confiance petit à petit dans ce match-là. On a mis encore plus de rythme, on a vu Kobe White donner une passe aveugle à Caruso qui partait en cut. Euh, on a mené de 16 points, à peu près à 3-4 minutes de la pause, et d'un coup, plus rien. On s'est dit, ah, c'est bon, même de 16 points, tout va bien. On a fait des passes approximatives, genre on voulait tellement faire la belle passe qu'on l'appuyait pas assez, on se la faisait intercepter, ça devenait trop lisible pour la défense adverse. On était trop relax, on a perdu des ballons en pagaille, et puis les Raptors ont mis quelques paniers à 3 points. On menait de 10 points encore à la pause, mais on était prévenu, on savait que Toronto, ils allaient revenir, et qu'en plus, c'est pas la première fois qu'on revient des vestiaires en étant totalement à la rue, hein. Il y a eu plein de matchs dernièrement où on mène à la pause et puis dans le troisième quart-temps, on est derrière au score quand même. Et ben non, là on a continué, on a fait la même chose, on arrive, on est relâché, on revient en claquette, les mains dans les poches. Et en plus, Toronto décide de presser vachement plus haut. Il force même une lane violation où on n'a même pas passé le milieu de terrain après 8 secondes de jeu, avec Schroeder qui fait des presses vachement plus haut et qui te prend même dès la remise en jeu de l'autre côté. Euh, et nous, bah, on a des attaques totalement désordonnées, on trouve plus un bon shoot, on fait plus circuler la balle comme il faut, il n'y a plus de rythme, etc. Et de l'autre côté, Toronto, eux, par contre, boum, 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 ils foncent comme des flèches pour essayer justement de battre notre repli défensif, et donc ils attaquent le cercle, et il n'y a pas grand monde pour les en empêcher, quoi. Euh, et comme ça s'était déjà passé il y a à peu près 2 semaines quand on les avait joués, Scotty Barnes, première mi-temps, tu te demandais s'il était là. Deuxième mi-temps, il ne voit que lui. Il l'abreuve de ballon et il met des paniers près du cercle. Il va provoquer des fautes, il met des end-one, etc. Et à force, et à force, et à force, évidemment, on se retrouve mené au score. Donc on menait de 10 points à l'entame du troisième quart-temps et on termine ce même quart-temps en étant mené d'un point avec aussi énormément de bonnes choses de la part de Jordan Nwora qu'ils ont fait venir dernièrement aussi, qui a mis quelques paniers sur la tronche de Julian Phillips, etc. Il l'a un peu abusé. Bruce Brown aussi, absolument partout, défense, main active, en attaque, des lay-ups, des attaques du cercle, etc. Donc bref, on se retrouve mené pour débuter le dernier quart-temps et Toronto est en confiance, ils se mettent à enchaîner, ils continuent d'attaquer le cercle parce qu'on n'a toujours pas décidé qu'on allait les en empêcher. Hein, on n'a pas vraiment bloqué de drive sur ce match-là, on n'a pas vraiment protégé notre cercle comme il fallait, donc du coup, ben, Toronto prend son avance, la gère assez tranquillement, pendant que nous on est statique au possible. Le porteur de balle il est là, il regarde autour de lui, il y a 4 plots qui sont là, qui se regardent les uns les autres. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, bah, DeRozan il se dit bon, bah, je vais essayer de sauver la mise, il met quelques paniers, il met un 3 points, il va attaquer le cercle, etc. Le problème, c'est qu'il va aussi perdre plusieurs ballons sur des prises à deux hautes avec Brown et Schroeder qui sont des pestes défensives. Autant Toronto, ça n'a pas toujours été, genre l'an dernier avec Van Vliet et Gary Trent, la traction arrière n'était pas énorme pour mettre un pressing défensif de dingue. Autant là, quand tu as Brown et Schroeder qui viennent te faire des prises à deux, c'est tout de suite différent, quoi. Donc DeRozan a perdu quelques ballons et derrière, bah, on a totalement dégoupillé. On a totalement dégoupillé. Sur les 7 dernières minutes du match, on a mis 0 panier. On a juste mis 7 lancers francs sur les 7 dernières minutes du match. Pas un seul panier. Que des briques, que des ballons perdus, Et pendant ce temps-là, bah, Toronto, en plus, franchement, cette fin de match, elle était tellement immonde. Même Toronto, ils perdaient ballon après ballon. On aurait dit deux équipes qui tankaient. Une qui marque plus pendant 7 minutes et l'autre qui perd, je crois qu'ils ont perdu 8 ballons dans le quatrième quart-temps, donc 4 rien que pour Schroeder. Et tu te dis, c'est pas possible. Il n'y a aucune des deux équipes qui a envie de gagner ce putain de match, quoi. C'est invraisemblable. Au final, bon, on l'a perdu. Mais franchement, on aurait dit deux équipes qui tankaient pour avoir un bon pic de draft, quoi. C'était franchement hallucinant. Donc on perd ce match-là d'une dizaine de points, je crois 117, 108, un truc comme ça. Et donc, bah, je l'avais dit, pas dans la dernière vidéo, mais celle d'avant, moi j'y crois plus pour arriver à 50% de victoire cette saison, parce qu'à chaque fois qu'on a des opportunités, qu'on affronte des équipes qui sont prenables, à qui il manque du monde, on se foire. C'était après la défaite contre les Lakers que j'avais dit ça, et que moi j'y crois plus. Le dernier ultime espoir, c'était de se dire que justement ce back-to-back Toronto-Charlotte,
avec les deux équipes à qui il manque du monde, c'était quand même ultra prenable. Et ben non, dès le premier match, boum, tu te dis, non, vous n'allez pas y croire. Et voilà. Et ben du coup, on n'y croit pas. Moi, j'y crois plus. Je n'y crois plus. Là, pour moi, on va finir la saison comme l'an dernier à 42 victoires, 40 victoires, 42 défaites. On va pas arriver aux 50% cette saison. Non, j'y crois plus du tout. Parce qu'à chaque fois, là, on avait des opportunités en or tout le mois de janvier, je vais y revenir après, et on n'a jamais, jamais été capable de véritablement en profiter. On est en dents de scie, on n'est pas régulier. T'en gagnes deux, t'en repères deux, t'en gagnes un, t'en repères un, t'en gagnes deux, t'en repères deux. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Donc franchement, ça m'a gonflé, mais un truc de dingue. Ça m'a gavé. Et donc le lendemain, tu vas à Charlotte, donc sans Patrick Williams, sans Torrey Craig, sans Zach Lavine, et aussi sans Dalen Terry qui s'est tendu la cheville droite sur ce match contre Toronto. Donc c'est bien, ça continue de se longer, la liste des blessés, c'est cool. Très bien, très bien. C'était quand même la troisième fois qu'on affrontait Charlotte ce mois-ci, et donc la quatrième et dernière fois de la saison. Sweep, on a sweepé Charlotte, encore heureux j'ai envie de dire. On les a battus donc sur ce match-là mercredi où la Melo Ball n'a pas joué. Et d'ailleurs, sur les 4 fois où on a affronté Charlotte cette saison, la Melo Ball était absent à chaque fois, tout le temps blessé. Il a pas joué contre les Bulls de toute la saison. Il leur manquait également Gordon Hayward et d'autres joueurs comme ça. Mais enfin bref, donc on les a sweepés, on leur a mis 4-0, notamment grâce au régional de l'étape, Kobe White, qui jouait quasiment chez lui, puisqu'il est né en Caroline du Nord, pas à Charlotte, mais pas loin. Et il s'est dit, je vais faire le show. Là. Je ne sais pas s'il avait de la famille en tribune ou quoi, s'il y avait sa mère, son frère, etc. Mais il s'est dit, je suis à Charlotte, je vais me régaler. Et il a été excellent tout le match. Dès le départ, attaque du cercle, en force, finition en lay-up, en déséquilibre, grosse adresse à 3 points, pour une perf absolument énorme. Il termine avec 35 points, ce qui est son record cette saison. Et à un point seulement de son record en carrière, qui est de 36 sur le parquet des Kings dans sa deuxième saison NBA. Donc ça commence à remonter. 12 sur 22 au shoot, 4 sur 10 à 3 points, 7 sur 9 au lancer franc, 7 rebonds, 9 passes décisives. Des finitions au cercle excellentes. Un dunk où il part de loin, il prend de vitesse son gars, et il va éclater la balle avec bonne violence. Non, franchement, il a été excellent. Il a mis des drives absolument splendides, des finitions en déséquilibre avec la planche main gauche, main droite. Non, il a été extraordinaire et c'est grâce à lui qu'on s'est sorti de ce match qui était quand même bien piégeux. Hein. Ça puait le match piège, un peu comme trop souvent, on s'était dit, oh bah ils ont plein de blessés en face et ils sont nuls à chier, donc ça va être facile. On sait très bien que c'est jamais comme ça et voilà, ça aurait pu nous jouer des tours sur ce match-là quand même. Surtout que, contrairement au match précédent, match S précédent S, donc les 3, 4, 5 derniers matchs, où on était devant la pause et derrière on se faisait remonter, bon là on était devant la pause, mais pas de beaucoup, et c'est surtout en deuxième mi-temps qu'on a été bien meilleur en fait, où dès le retour du vestiaire, euh, on s'est mis à beaucoup mieux défendre et à beaucoup mieux attaquer aussi. Parce que ce qu'il faut dire aussi en première mi-temps, c'est que défensivement c'était catastrophique. C'était absolument ridicule. On n'a rien défendu. On a laissé les gars shooter. Il y a une séquence, les 3 dernières secondes du premier quart-temps, Javon Carter perd la balle parce qu'il met le pied sur la ligne. Et derrière, donc il reste 3 secondes, remise en jeu pour Charlotte à l'autre bout du terrain. Ish miss, il a tout le temps de remonter le parquet. Carter, il s'écarte de son chemin. Donc Ish miss, il a tout le temps pour mettre son 3 points. Et boum, 3 points au buzzer. Et du coup, il n'y a plus qu'un point d'écart. Super, Javon Carter, t'es prié d'aller te faire foutre. Merci beaucoup. Enfin bref, c'était pas le seul, hein, parce qu'on n'a pas bloqué un drive, on concédait des rebonds offensifs face à une équipe qui est quand même en gros déficit de taille par rapport à nous. Brandon Miller et PJ Washington nous ont massacrés, Bridges aussi, ça a été un carnage. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus énergique, beaucoup plus entreprenant pour enfin aller attaquer ce foutu cercle et faire ce qu'il fallait pour ça, quoi. Kobe a multiplié les drives, Vucevic a multiplié les post-ups. Il y a un lay-up main gauche de Caruso, mais pendant 6 ou 7 minutes, il n'y a que Kobe et Vuce qui marquent. Et à chaque fois, attaque du cercle, attaque du cercle, attaque du cercle, attaque du cercle. Et voilà, on a fait ça en pagaille. Le problème, c'est que Charlotte, ils se sont dit, bon, bah nous, on va dégainer des 3 points dans tous les sens. Et je crois qu'ils ont pris quelque chose comme 47 tirs à 3 points dans ce match-là. Mais à ce moment-là, ils en ont mis quelques-uns, avec Bridges, avec Miller notamment. Et du coup, après 3 quarts temps, il y a toujours 86-86 égalité.
Et donc là, tu te dis, ouais, ça fait vraiment match piège parce que même s'il leur manque du monde, et ben, ceux qui sont là, ils nous défoncent, quoi. Et derrière, bon, dans le quatrième quart-temps, on a enfin fait la différence avec Drummond qui fait un bon passage pour débuter le quart-temps, qui prend des rebonds, qui met des points près du cercle, mais surtout, encore une fois, Kobe White. Kobe White, il a dit, bon, allez, maintenant, j'en ai marre, je prends les choses en main. Il a envoyé une longue passe de tout le long du terrain pour Ayo Dosunmu qui était parti en transition. Il a continué à faire des drives incroyables, il a mis un slalom, mais quand il est parti comme ça, il a splitté la défense, il est passé entre les deux types qui venaient faire la prise à deux. Et, il s'est retrouvé face au cercle, en déséquilibre, avec la planche et tout. Non, c'était top. Ça, c'est le genre d'action. Ces premières années, il était incapable de le faire. Quand, à chaque fois qu'il partait comme ça, qu'il essayait de splitter la défense sur une prise à deux, il perdait le ballon. Il perdait le ballon systématiquement, il fonçait dans le tas et derrière, tu te prenais un panier en transition. Mais maintenant, il maîtrise ça tellement que il y va et tu peux plus l'arrêter. Parce qu'en plus, il a toujours eu ce premier pas rapide, Kobe White, pour aller au cercle, mais il n'avait pas forcément le handle qui lui permettait de bien garder le ballon dans ces circonstances-là. Mais maintenant qu'il a ça en plus, là, ces attaques du cercle qu'il a mis dans cette fin de match, c'était du grand, grand, grand niveau. Et du coup, ben, on a quand même réussi à faire quelques stops défensifs avec Caruso, avec Ayo Dosunmu sur la fin. Et puis Kobe a fini le travail avec encore un 3 points, euh, des lancers francs provoqués. Donc voilà, il termine avec ses 35 points. On s'impose 117-110 avec seulement une rotation à 9 joueurs. J'ai envie de dire 8,5 parce que Jevon Carter a joué que 7 minutes. Et 7 minutes bien dégueulasses en plus. Euh, Terry Taylor a joué 20 minutes. Et il n'a pas franchement brillé, à part un panier à 3 points dans le corner. Bon, là, pas franchement vu. Il s'est quand même bien fait secouer par PJ Washington ou par Miles Bridges. Phillips, un peu moins en vue, surtout en deuxième mi-temps. Il a été un petit peu en difficulté. Mais bon, il était là sur les quelques hustle plays, il a pris quelques rebonds, etc. Mais voilà, c'était quand même rotation extrêmement limitée et le banc n'a pas été extrêmement productif, à part Drummond qui termine encore avec 10 points et pas mal de bons rebonds. Mais, euh, mais voilà, on se sort quand même de ce piège-là. Et du coup, ça nous permet de terminer janvier avec un bilan de 8 victoires et 7 défaites. Ce qui est bien, mais ça fait pas vraiment avancer le schmilblick, quoi, hein, parce qu'on a débuté le mois, on était à 4 victoires en dessous des 50% de victoires. Et là-bas, on est à 3 victoires en dessous des 50% de victoires. Donc on n'a pas franchement bien avancé, hein. Sachant que c'était un mois où il y avait quand même des opportunités de faire mieux. On a quand même affronté 3 fois Charlotte, 2 fois Toronto. On a joué San Antonio. On a joué une équipe de Memphis à qui il manquait bientôt 10 joueurs. Les Lakers, on a perdu là-bas, alors qu'ils sont quand même pas dans leur plus grande forme. On a gagné à Portland, mais c'était compliqué aussi. C'est un mois où on a perdu Zach LaVine. C'est un mois où Torrey Craig n'a pas joué du tout. On a perdu Patrick Williams. Là, on a perdu Terry aussi. Donc, ça a été compliqué. Même si en plus, il y a eu des périodes de repos par-ci par-là où on a eu des moments où ben voilà, on passait 2 soirs sans jouer. Il y en a eu un peu plus fréquemment que sur les mois précédents. Et du coup, on n'est plus forcément l'équipe qui a joué le plus de matchs. Il y a d'autres équipes qui ont rattrapé un petit peu depuis. Et d'ailleurs, là, pareil, après ce back-to-back, 2 soirs sans jouer, on reçoit Sacramento samedi soir, et après on a 2 autres soirs sans jouer, et on rejoue que mardi soir avec la réception de Minnesota. Et après, il reste 4 matchs avant la coupure All-Star, et je crois que c'est que des déplacements. Il y a Orlando, il y a Atlanta, je ne sais plus dans l'ordre là comme ça de tête, mais il y a Memphis aussi, on va à Memphis jeudi prochain, le jeudi de la deadline. Mais bref, et je crois qu'on va à Cleveland aussi. Mais donc voilà. Et par contre, j'ai vu une stat hier matin absolument ahurissante. Mais ahurissante. L'an dernier, après 49 matchs, on était à 23 victoires, 26 défaites. Cette année, après 49 matchs, on est à 23 victoires, 26 défaites. L'an dernier, après 49 matchs, on était 22e à l'offensive rating. Cette année, on est 23e. Et l'an dernier, après 49 matchs, on était 13e au defensive rating. Et cette année, on est 14e. Donc c'est quasiment pareil. Et quasiment les mêmes stats en plus, hein, à 1 point ou 2 points près. Donc c'est la même chose, quoi. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Hashtag continuité, c'est ce que voulaient nos dirigeants, hein. Arthur Ascanich-Chovas et Marc Eversley ont prêché la continuité, la continuité, la continuité. Voilà, tu peux pas faire mieux que ça, hein. Là c'est copier-coller, hein. Même bilan, quasiment les mêmes stats en attaque et en défense.
Ouf, ouais, c'est, c'est fastidieux, c'est fastidieux. Mais il y a quand même deux joueurs sur lesquels je voulais revenir qui ont particulièrement brillé dans ce mois de janvier. Le premier, c'est Kobe White, qui était énorme, énorme, tellement énorme qu'il a terminé dans la shortlist des joueurs enfin, pas nominés, mais euh, qui ont été considérés pour être élus joueurs du mois de la conférence Est. Ils étaient 9 joueurs dans cette liste et Kobe White en faisait partie. Alors c'est sûr qu'un bilan de 8 victoires, 7 défaites, ça ne permet pas franchement de prétendre véritablement à cette distinction. Euh, et puis il y avait de la concurrence quand même, hein, faut pas se le cacher. Mais il faut quand même souligner l'excellent mois de janvier de Kobe White qui a été excellent, avec des stats de 22,1 points par match, 49,8% au shoot, 39% à 3 points, 80,6% au lancer franc, 5,5 rebonds, 5,9 passes décisives, 0,6 interceptions, des prises d'initiative quand l'équipe galère en attaque, des attaques du cercle extrêmement voilà, actives, en force, il va provoquer de plus en plus de lancers, il fait les différences dans les fins de match, on l'a vu mettre des shoots clutch, sa défense, même s'il va moins provoquer de passage en force, elle reste active pour essayer de couper les lignes de passe et bloquer les gars qui partent attaquer le cercle. Donc franchement, Kobe White, top, 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 excellentissime, fabuleux Kobe. Kobe, je t'aime. Gros bisous à toi. Tu fais kiffer dans ces soirées où parfois c'est quand même extrêmement compliqué de, 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 de pas péter un câble, quoi. Heureusement, il y a Kobe. Et l'autre, c'est Ayo. Ayo Dosunmu depuis 3 semaines, mais sur le mois de janvier, hein, mais depuis 3 semaines surtout, c'est, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Le step-up qu'il a fait, c'est extrêmement intéressant et c'est super passionnant. Qu'il soit remplaçant, qu'il soit titulaire, qu'il joue 19 minutes, qu'il en joue 36, toujours un impact. Toujours un impact. Dès qu'il a le ballon, fonce vers le cercle, je mets du rythme, je drive, je vais provoquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. 12,9 points sur le mois de janvier, 2,9 rebonds, 2,7 passes, 0,9 contre. C'est pas des stats exceptionnelles, mais quand tu vois son impact défensif, et ce qui est le plus hallucinant, écoutez bien les pourcentages. Et je l'ai tweeté hier, non, parce que c'est juste dingue. 53,6% au shoot sur le mois de janvier, 46,2% à 3 points, 90,9% au lancer franc. Il est le premier joueur dans l'histoire des Chicago Bulls à faire un mois complet en shootant à 50, 40, 90. Personne d'autre ne l'a fait avant lui. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et puis voilà, impact de l'autre côté en défense aussi, toujours là pour couper les lignes de passe, s'imposer physiquement, faire des contests. Dès que le mec passe devant lui en drive, il le rattrape, il lui met des chaises dans le bloc sur la tronche. Ayo, là, il est extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, son impact est fabuleux. Et clairement, notre avenir à moyen terme passe par ces deux joueurs-là. On doit absolument garder Kobe et Ayo. Ils sont éligibles à des trades, on les a prolongés cet été, mais honnêtement, non, ils partiront pas d'ici le 8 février, ils partiront pas cet été, ils partiront pas l'an prochain non plus. Kobe et Ayo, ils doivent rester, ils doivent faire partie de ce groupe qui va être le futur pour nous. Parce que voilà, ils le prouvent tous les soirs, ils sont là, leur progression est extrêmement kiffante à observer. C'est des jeunes qui ont encore des contrats qui sont très très bons pour nous, hein. On rappelle quand même que Kobe a prolongé à quasiment à moins de 12 millions la saison quand même. 3 ans et 34 millions ou 35 millions, je sais plus. Donc c'est extrêmement extrêmement intéressant pour nous. Ayo, il a pas prolongé pour beaucoup plus, pour un deuxième tour de draft en plus. Voilà, il est extrêmement productif. Si Phillips arrive à prendre un peu de temps de jeu et qu'il montre les mêmes choses qu'il a montré à Portland et contre Toronto, il y a quand même moyen d'avoir un petit groupe de jeunes là, pas dégueulasse. Et puis si Will va un peu se sortir les dos du cul à un moment donné, c'est. Ma foi, on verra comme ça. Là, du coup, comme je disais, on a du repos, donc on va en profiter, on va souffler un peu, on va essayer de soigner ça. On va espérer récupérer Torrey Craig samedi pour Sacramento, ce serait une bonne surprise de le revoir aussi vite. Et puis voilà, après je pense qu'on va faire une vidéo après ce match contre Sacramento, débriefer tout ça. Et puis après euh, on aura mardi Minnesota. Ça va pas être simple par contre. Ouh, ça va pas être simple du tout.
Et jeudi, le soir de la deadline, on se déplace à Memphis. Donc je me tâte à faire un live pour la deadline si jamais il se passe quelque chose. Mais comme j'ai pas l'impression qu'il se passera quelque chose, on en reparlera d'ici là. En attendant, bah, portez-vous bien comme d'hab. Et puis on se retrouve sur Twitter et puis avec d'autres vidéos très prochainement. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, à bientôt, Go Bulls.